Bonjour à tous. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette matinale qui est donc une matinale d'après-midi. Mais bon, voilà. Donc, les matinales sont d'habitude le vendredi de 10h à 11h30 midi. Bon, aujourd'hui, exceptionnellement, on l'a mise dans l'après-midi. Donc, elle va porter sur la santé et le bien-être des enfants victimes de violences intrafamiliales. On va vous proposer des données de cadrage et aussi la présentation du programme expérimental Santé protégée, qui est développé donc, en Loire-Atlantique, dans les Pyrénées-Atlantiques et dans le Limousin. En soutien technique, nous avons Guillaume Reiss, qui est notre chargé de communication à l'IREPS Occitanie. Et j'excuse mon collègue Sébastien Goutte, qui est le référent territorial du département du Tarn-et-Garonne, du 82, donc qui est absent aujourd'hui. Et moi, je suis donc Laura Tchersegui, je suis la coordinatrice remplaçante du DRAPS, IREPS Occitanie, et c'est donc moi qui vais faire l'introduction de cette matinale et l'animation et la modération de la matinale. Nous accueillons comme intervention et comme intervenante Madame Gint Ducrot, le docteur Agnès Gint Ducrot, qui est donc docteur en sociologie, docteur en médecine, en spécialité de santé publique, médecin responsable de protection maternelle et infantile et chef du service prévention-promotion de la santé en Ille-et-Vilaine. Et l'équipe du programme Santé protégée Loire-Atlantique. Donc, nous avons Aline Orduro, qui est chef de projet Santé protégée, le docteur Nathalie Vabre, que l'on excuse, qui a dû partir en consultation cet après-midi, et Solène Blache, qui nous rejoindra un peu plus tard et qui est infirmière puéricultrice, coordinatrice de parcours. Donc, très rapidement, l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé en Occitanie, donc, a pour mission d'apporter un appui méthodologique aux porteurs d'action, de contribuer aux politiques publiques de santé, à l'animation territoriale, de concevoir, de mettre en œuvre des programmes à caractère régional ou local, développer la formation pour renforcer les compétences et professionnaliser les interventions. Également, une mission d'appui documentaire aux professionnels et au public, et évidemment l'intervention en éducation pour la santé auprès des publics. L'IREPS est porteur du DRAPS, qui est le dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé, dont les missions sont le transfert de connaissances. C'est un dispositif partenarial. Le DRAPS et toute la programmation est orientée en fonction des besoins des acteurs sur le territoire. Une des grosses missions du DRAPS, c'est bien sûr la diffusion d'outils, mais aussi la formation pour favoriser la montée en compétences des acteurs, d'un point de vue méthodologique, mais aussi thématique. Et aussi, une des grosses missions, et c'est une des fonctions des matinales, c'est cette mise en lien entre les chercheurs, les acteurs de terrain et les décideurs. Les matinales de la recherche, donc, elles servent à favoriser les échanges sur les recherches et les pratiques interventionnelles en santé publique et en promotion de la santé, à soutenir le développement de projets de recherche innovants, à valoriser les projets issus d'une recherche interventionnelle, mobilisant des données probantes ou considérées comme des actions prometteuses, à évoquer également les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle ou d'une action prometteuse, et à aborder les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte. Donc, quelques éléments très rapides sur les violences envers les enfants, et je laisserai ensuite la parole à nos intervenantes. Donc, pour l'OMS, ces violences recouvrent toutes les formes de violences subies par les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans, qu'elles soient commises par des parents, ceux qui ont la charge d'enfants, de partenaires amoureux ou des étrangers. Donc, c'est un phénomène évidemment extrêmement complexe, donc difficile à mesurer, ce qui fait qu'on a un déficit important de données au niveau international comme national. C'est un phénomène protéiforme, donc on a différents types de violences, on a des violences physiques, sexuelles, psychologiques, émotionnelles, la négligence, les négligences également. Il y a aussi un caractère peut-être plus systémique avec les violences géopolitiques et à chaque fois avec des degrés d'intensité très variables. On retrouve cette problématique dans tous les milieux sociaux, toutes les sphères sociales, domestiques, famille, école, lieux d'éducation, travail, institutions de soins ou de détention ou de protection, et au niveau communautaire. Et également, c'est une question qui a été saisie relativement tardivement par les États. Donc, l'inscription à l'agenda politique de cette question-là, de la question de la protection des enfants, des droits de l'enfant, reste quand même relativement tardive. Et quelque chose qui résume aussi bien la problématique,
que je tire donc d'un article de Frédéric Van Hoek, qui est que l'histoire de la violence à l'encontre des enfants est aussi l'histoire du silence, ce qui en fait quelque chose de difficile à cerner. Cela dit, c'est un phénomène qui est répandu, massif, à l'échelle internationale, donc qui traverse, comme je l'ai dit, les milieux sociaux, les pays. Donc, quelques chiffres. Au niveau mondial, on estime à 1 milliard d'enfants de 2 à 17 ans qui seraient victimes de violences physiques, sexuelles, émotionnelles ou de négligence au cours de l'année écoulée. Au niveau de l'Europe, on a des chiffres de l'OMS qui nous disent qu'un enfant sur 3 serait victime de violences au cours de sa vie, ce qui représente quand même 55 millions d'individus. Au cours de l'année écoulée, 15,2 millions d'enfants âgés de 2 à 17 ans seraient confrontés à des actes violents. Et que pour l'année 2017, on estime à 1000 décès au niveau européen, entraînés par les violences. En France, donc là, je me base sur des chiffres mentionnés par l'Observatoire national de la protection de l'enfance, l'ONPE. On a 122 mineurs qui seraient victimes d'infanticide, qui ont été victimes d'infanticide en 2018, dont 80 dans le cadre intrafamilial. Et 2 tiers de ces enfants étaient âgés de moins de 5 ans. Au niveau du ministère de la Justice, on sait que 126 145 mineurs en danger pour lesquels le juge des enfants a été saisi en 2018 et à 247 374 mineurs suivis par le juge des enfants pour cette même année. Et enfin, ça c'est le rapport de la Direction de la recherche et des études statistiques. Donc sur l'aide et l'action sociale en France qui date de 2020, on a 168 000 mineurs de moins de 21 ans qui font l'objet de mesures éducatives en 2018 et 187 000 qui sont accueillis par l'ASE. Simplement dire que c'est un phénomène qui a des conséquences multiples à des degrés variables. Donc, on a les décès, évidemment, les blessures, les troubles du développement, les comportements à risque, les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles et évidemment une répercussion sur les trajectoires de vie individuelles et des générations à venir qui est dramatique, avec un cumul de toutes ces conséquences. Et donc, c'est un phénomène forcément qui est difficile à prévenir parce qu'il agit aussi sur des variables causales qui sont multiples et qui interviennent à plusieurs niveaux. Au niveau individuel, on a les variables du sexe, de l'âge, mais aussi de la position géographique, sociale. Au niveau relationnel, ça renvoie aux questions d'attachement, de mode de parentalité, à l'historique familial, aussi à la question des mariages précoces et des mariages forcés dans certaines régions du monde. Ça renvoie aussi à une dimension des variables qui sont plutôt d'ordre communautaire, la question de la pauvreté, de la densité démographique, de la cohésion, de l'accès à l'alcool, aux drogues, aux armes et au trafic également, au trafic d'êtres humains notamment. Et aussi à des dimensions plus sociétales, la question du rapport à la violence, du rapport au genre, qui est aussi très très important, l'organisation des politiques sanitaires, économiques, éducatives, mais aussi la gestion du maintien de l'ordre, du respect des lois et évidemment la dimension géopolitique qu'on voit aujourd'hui particulièrement marquée, par exemple en Ukraine, mais aussi dans d'autres régions du monde marquées par la guerre et les tensions géopolitiques. Je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Madame Gint Ducrot, donc, qui va nous exposer la question de la santé et du bien-être des enfants victimes de violences intrafamiliales. Bon, merci beaucoup en tout cas alors pour cette introduction. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, voilà. Et voilà, donc je vais en prendre pas mal parce que c'est vrai que je suis revenue quand même aussi sur ces questions un peu de définition de quoi on parle quand on parle de maltraitance intrafamiliale, et on va voir d'ailleurs tout le flou qu'il y a autour de ça qui a des vraies conséquences aussi sur du coup les pratiques et surtout sur les partenariats, je pense encore plus que les pratiques, puisque c'est toujours le souci d'arriver à travailler ensemble quand on n'a pas forcément les mêmes idées dans la tête et les mêmes mots dans le langage. Voilà, donc je vais partager mon diaporama. Alors déjà, bonjour à tout le monde, parce que je crois que j'ai oublié de dire bonjour, tout simplement, ce qui n'est pas bien. Voilà, donc vous m'avez demandé vraiment d'intervenir autour de la santé et du bien-être des enfants, donc en l'espace des enfants victimes de violences intrafamiliales. Donc ceci en l'espace d'une demi-heure, ce qui est un véritable défi. Et en effet, je pense qu'il est nécessaire de revenir
en effet de quoi on parle quand on parle de maltraitance intrafamiliale. Alors, vous avez déjà évoqué beaucoup de choses, hein, Laure. Donc, il y a en effet, vous avez parlé de l'OMS. Alors, moi, je suis repartie aussi d'une définition qui date de 1999, qui vraiment, bon, voilà, qui est une définition élargie. Hein, la maltraitance de l'enfant s'entend de toutes les formes de mauvais traitements physiques donc, et ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitements négligents ou d'exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Voilà, alors cette définition date de 99 et il y a un élément, d'ailleurs, je crois pas que je me souviens pas que vous l'ayez cité, mais qui est rentré vraiment comme maintenant hein, dans toute la littérature internationale comme un élément de maltraitance intrafamiliale grave, qui est en fait celui des enfants qui sont témoins de violences de genre. Alors la littérature internationale parle de violences de genre. En France, on continue toujours à parler beaucoup de violences conjugales, mais voilà, du point de vue de la littérature internationale, on parle plutôt maintenant de violences de genre pour intégrer tous les types de violences aussi. Il y a aussi la question du coup des violences domestiques qui sont derrière tout ça. Et on sait que c'est une des formes de maltraitance en fait très grave pour les enfants. Être témoin sans avoir été forcément victime directe hein, de coups, mais être témoin de violence de toute façon est déjà une violence en soi et a des effets importants sur la santé. Mais en effet, être témoin en plus de violences de genre, c'est-à-dire vraiment au sein du couple ou au sein de la famille, c'est-à-dire des personnes qui sont les personnes auxquelles l'enfant est le plus attaché ou qui doivent être les personnes protecteurs, on sait que ça fait des dégâts absolument considérables donc, auprès de ces enfants. Et on en entend, c'est vrai, beaucoup parler actuellement avec tout ce qu'on peut, la manière dont on a pu aussi mettre à l'agenda public la question des violences conjugales ou violences de genre. Pour autant, je pense que c'est important de ne pas forcément superposer complètement la question des violences conjugales et des violences faites à enfants, notamment dans ces situations de violences conjugales. Voilà. Alors, il y a eu récemment un travail, un important travail hein, qui a été mené au niveau en France, qui a visé à chercher à poser une définition de la maltraitance à travers les âges, c'est-à-dire de l'enfance jusqu'à voilà, de la naissance jusqu'au décès, voilà en gros. Et cette définition, elle est rentrée dans le Code de l'action sociale et des familles via une loi récente sur la protection des enfants qui date du 7 février 2022. Donc, je vous la livre parce que je pense que c'est quand même voilà, une définition qui existe, qui a posé des vrais… Il s'avère que j'ai pu faire partie aussi du groupe qui a travaillé autour de ça. Ça a poser des vraies questions sur est-ce qu'on parle de la même maltraitance quand il s'agit d'une personne en situation de handicap, une personne âgée ou un enfant. Donc ça, c'était des sujets vraiment de fond. Et donc, voilà la définition qui a été retenue. La maltraitance au sens du présent donc, code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé, et que cette attente intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Donc, les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Donc, les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. Voilà, donc ce qui me paraît vraiment important en effet dans cette définition, c'est de bien retrouver cette notion de relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. C'est vrai que les maltraitances s'inscrivent dans ce type de relation. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Il y a là aussi l'importance voilà, des situations, que les situations peuvent être ponctuelles. Il y a des maltraitances, il peut y arriver des tableaux de maltraitance graves qui ne vont pas être forcément se reproduire, mais qui peuvent être
ça peut exister, hein, des maltraitances très ponctuelles. Il y a bien sûr celles qui sont durables. Et puis, il y a la notion d'intentionnalité ou non qui a été discutée dans cette définition. Et puis, les diverses formes, bien sûr, individuelles, collectives, institutionnelles. Donc, on voit bien, et puis le dernier point qui a été rajouté, qui est important, c'est aussi le fait que ça revêt des formes multiples et que ces violences et négligences sont souvent associées, ce qui est quelque chose qu'on retrouve aussi bien d'un point de vue de la littérature que d'un point de vue clinique et pratique. Souvent, les violences sont associées. C'est assez rare, en fait, de subir une seule forme de maltraitance, déjà, ne serait-ce que parce que la souffrance que ça génère crée forcément de la maltraitance à minima psychologique. Voilà. Donc, dans la littérature, je me suis basée sur une revue de littérature, j'ai mis les références, hein, qui a été faite par l'Observatoire national de la protection de l'enfance, qui date de 2016, mais qui est tout à fait encore, bien sûr, d'actualité, qui s'appelle La maltraitance intrafamiliale envers les enfants. Et donc, ce qui, en effet, est important à comprendre, c'est qu'on reste quand même toujours dans un caractère flou et ambigu de la notion de maltraitance, qui est aussi très variable en fonction des évolutions sociales, en fonction des habitudes culturelles, des habitudes éducatives, voilà. Donc, on voit bien qu'on est quand même dans quelque chose qui est quand même très difficile à définir de façon extrêmement précise. Et donc, bien qu'il y ait eu cet effort de définition consensuelle là, dont je viens de vous parler, on voit bien quand même que dans les domaines de la recherche et dans les pratiques de terrain, il y a une définition maintenant dans le CASF, mais les définitions consensuellement admises sont quand même régulièrement absentes. Et le premier point, c'est de montrer les notions qui sont employées, qui sont souvent employées de façon interchangeable, qui peuvent désigner des phénomènes similaires, et pour autant, est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de mauvais traitement, de maltraitance, de sévices, de violence, d'abus? Donc, on voit bien que la notion est polysémique et très protéiforme et très connotée aussi par les représentations qu'on peut en avoir. Et puis, il y a aussi des traductions. Par exemple, le mot abus est un mot qui est souvent une traduction du terme abuse, qui est le terme anglo-saxon. Et par exemple, pourtant on l'entend souvent encore beaucoup, mais en France, par exemple, les personnes qui travaillent autour des agressions sexuelles sont un peu opposées à ce qu'on utilise ce terme abus, qui est en fait un faux ami de l'anglais, parce que ça veut dire auprès des enfants que si on considère si on pense qu'il y a un abus des abus sexuels, c'est que quelque part, s'il y a un abus, l'abus, c'est par définition c'est un surplus, donc ça voudrait dire qu'il y a une base sur laquelle on pourrait accepter des violences sexuelles sur les enfants qui seraient finalement pas graves. C'est seulement quand on passe dans l'abus que ça deviendrait grave. Donc, c'est bien sûr que des mots, mais c'est quand même important, je pense, parce que ça va aussi toucher les pratiques et ça va aussi, on voit bien ces questions, en effet, de quand est-ce qu'on considère qu'on passe dans l'agression, où on met les seuils de tolérance, etc. C'est des vraies questions, et la dimension abus va poser encore plus que les autres le fait de devoir mettre des curseurs quelque part. Dans les pratiques professionnelles, on voit aussi, du coup, on retrouve aussi des variations de perception des phénomènes et une variabilité des définitions. Et puis, surtout dans les pratiques professionnelles, on voit bien que selon les rôles professionnels que l'on va occuper, et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que ça a posé les questions des partenariats, bien sûr, mais selon les rôles professionnels qu'on va occuper, on n'aborde pas forcément les choses de la même manière, et c'est un peu nécessaire, sinon on risque de ne pas pouvoir faire le travail pour lequel on est désigné, même si bien sûr, après, la façon d'aborder les choses est quand même toujours un petit peu plus complexe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on décrit dans les pratiques professionnelles deux grandes approches. Il y a ce qu'on appelle les approches catégorielles descriptives, et donc qui sont vraiment les approches, c'est les maltraitances physiques, les maltraitances psychologiques, les maltraitances sexuelles, les négligences, qui sont vraiment des approches très descriptives,
descriptives. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui relève des approches relationnelles compréhensives. Et on voit bien que selon, alors j'ai mis les trois grandes catégories de professionnels dans ces questions de maltraitance et de protection de l'enfance, mais on voit bien que les médecins, eux, par exemple, leur boulot, c'est de faire du diagnostic des faits, de décrire des symptômes. Donc, forcément, ils vont s'appuyer sur une approche catégorielle descriptive. Les juristes, c'est la même chose. Ils sont dans des lectures pénalistes. Il faut qu'ils puissent aussi regarder qu'il y ait une forme de dichotomie dans leur mode de réflexion entre l'enfant et les parents, et voire jusqu'à la recherche d'une faute. Donc là aussi, il faut s'appuyer sur des faits, sur des descriptions. Mais bien sûr, dans le travail social, on passe dans une autre dimension, puisque là, le boulot du travail social, c'est vraiment de se centrer sur le quotidien des familles et de pouvoir développer des approches en termes de soutien éducatif et de parentalité. Et donc là, forcément, il faut bien rentrer dans des dimensions, dans une dimension compréhensive des faits. Donc, c'est important à comprendre parce que je pense que ces divers modes d'approche peuvent expliquer parfois des tensions entre professionnels parce que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en effet, regarder des faits, décrire des symptômes et puis après se dire est-ce que je vais être provocatrice? Est-ce que tout enfant qui subit des maltraitances physiques, est-ce que les maltraitances physiques s'inscrivent toujours dans un dysfonctionnement familial ou est-ce que finalement il y a peut-être aussi des autres raisons pour lesquelles les parents peuvent en être arrivés à devenir violents physiquement avec leur enfant. Mais donc, il va bien falloir qu'on puisse approcher ces questions-là de façon compréhensive pour voir le travail, parce qu'il ne s'agit pas de se dire que le moindre enfant, tout enfant qui est dans une situation de maltraitance doit passer à l'aide sociale à l'enfance et doit être confié à une autre famille. Donc, je caricature beaucoup, mais ce sont vraiment des éléments importants, y compris pour le travail en équipe. Alors, ce qui relève de l'approche catégorielle descriptive, donc comme je l'ai déjà dit, il s'agit vraiment d'essayer de s'appuyer sur des éléments qui sont objectivement constatés ou qui peuvent être décrits. Donc, il y a les signes cliniques, bien sûr, qui sont qu'on va observer souvent sur le corps des enfants. Et puis, il y a aussi tout ce qui relève des comportements, des attitudes auxquelles pour lesquelles on peut aussi donner du sens et aller vers une compréhension, vers une description du coup de ce qui se passe chez l'enfant. Donc, comme je le disais, c'était l'intérêt surtout auprès de ces deux grandes professions que sont les professions de santé. J'ai mis médical, j'aurais pu mettre de santé, et juridique. Et puis, bien sûr, c'est une idée là, on est dans quelque chose qui permet une objectivation des faits. Donc, c'est plus facile du coup d'avoir des clés de lecture partagées entre les personnes qui ont ce type d'approche. Ce sont aussi des approches qui permettent plus facilement de quantifier les phénomènes. Donc, ça, ce sont des approches qui permettent aussi de pouvoir aussi avoir des données, même si c'est toujours complexe d'avoir des données. Mais les diagnostics, hormis les grands tableaux, des grands tableaux cliniques, qui sont, je pense par exemple au syndrome du bébé secoué, même si on sait bien que ce tableau est toujours fortement remis en question, mais les diagnostics peuvent être compliqués. Certes, il y a tout ce qui relève des maltraitances physiques et puis aussi sexuelles qui peuvent s'inscrire dans le corps, qui peuvent être observées, mais après, il y a toutes les questions aussi de pouvoir objectiver, décrire des difficultés psychiques et des négligences également où c'est quand même toujours plus compliqué de les objectiver. Et puis, le risque aussi de ce type d'approche, c'est aussi de pouvoir passer à côté des enfants résilients, c'est-à-dire des enfants qui ne développent pas de symptômes parce qu'ils sont très résilients, mais pour autant qui peuvent subir des véritables maltraitances intrafamiliales. Et puis, se posent aussi, bien sûr, des problèmes de diagnostic différentiel. Le plus connu, bien sûr, dans le secteur des violences intrafamiliales, c'est le grand problème d'arriver à faire un diagnostic familial, un diagnostic différentiel entre des négligences graves dont le tableau clinique peut laisser penser à des formes de difficultés, de troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant. Et donc, ces diagnostics peuvent être souvent très difficiles à effectuer. Alors, du côté de l'approche relationnelle compréhensive, l'idée, c'est vraiment donc
dépasser la lecture, la simple lecture des faits commis, et aussi, au-delà des faits et des effets, de vraiment se préoccuper des contextes de vie, des caractéristiques de l'enfant, des parents et puis de l'ensemble de l'environnement professionnel. Alors certes, je ne ferai sûrement pas injure ni au secteur de la santé ni au secteur de la justice qui ne se préoccuperait pas de ces choses-là. Bien sûr que rien n'est aussi manichéen que ce que je décris, mais bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on est dans une approche catégorielle descriptive qu'on ne va pas aussi se préoccuper d'essayer d'aller aussi vers de la compréhension. Alors, ce modèle, c'est un modèle qui émane de deux grands champs, celui de la périnatalité, de la parentalité, de la petite enfance, qui se préoccupe notamment beaucoup des premières relations entre les enfants et les parents. Et puis, bien sûr, ce sont les apports des thérapies familiales qui vraiment s'intéressent aux modalités relationnelles au sein d'un groupe familial, donc qui s'intéressent à la famille, à son environnement élargi, et puis qui va aussi s'intéresser aux phénomènes qui développent, aux facteurs qui vont concourir au développement de la maltraitance envers les enfants, à son maintien, à sa chronicité, voire même à sa répétition sur plusieurs générations, hein, puisqu'on sait bien que ces phénomènes de reproduction peuvent exister. Et souvent, d'ailleurs, les thérapeutes, on a des thérapeutes familiaux qui ne parlent pas de familles maltraitantes, mais plutôt de familles à transactions maltraitantes. Alors, c'est une approche qui a été beaucoup l'approche à partir de laquelle on a développé, plutôt que les notions de maltraitance, des notions de danger ou de risque de danger. Et d'ailleurs, c'est un des reproches qui peut être fait à ce type d'approche, c'est que le terme de maltraitance est souvent peu utilisé et que la réalité des faits risque parfois de passer au second plan et d'être un peu oublié. Voilà, donc je voulais ensuite passer rapidement quand même, enfin rapidement, je ne sais plus combien, je n'ai pas surveillé le temps, donc il faudra me dire si je suis dans les temps. Je voulais quand même parler, c'est quoi la protection de l'enfance, de quoi on parle quand on parle de protection de l'enfance. Alors, Laure a donné quelques chiffres, j'avais repris en effet, donc je vais passer vite, mais pour les derniers chiffres de l'ONPE qui datent de 2020, donc en effet, on est à 308 000 mineurs qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance en France et 32 160 jeunes majeurs. Voilà. Et pour revenir par exemple sur les chiffres d'infanticide, je voulais juste préciser qu'en 2018, les 122 mineurs décédés, ça paraît très élevé, mais en fait, ça intégrait notamment les enfants qui avaient été victimes dans les attentats. Donc, c'est pour ça que c'était des chiffres qui ont été très élevés pour cette année-là. Et en 2020, donc, on a compté 49 mineurs décédés dans le cadre de morts violentes au sein des familles. Voilà, mais je pense que vous aurez le diaporama, vous aurez de toute façon accès à toutes ces questions-là. Après, je voulais quand même aborder la question des raisons d'entrée en protection de l'enfance, parce que quand on parle de protection de l'enfance, on peut avoir un peu la tentation de penser de la superposer avec les questions des maltraitances intrafamiliales. Or, en effet, s'il y a bien les raisons d'entrée en protection de l'enfance retrouvent bien sûr les données de maltraitance intrafamiliale, les enfants qui sont en protection de l'enfance ne sont pas que des enfants qui ont été victimes de maltraitance, mais on peut aussi avoir des enfants qui vivent dans des conditions d'éducation compromises, des enfants qui peuvent se mettre en danger eux-mêmes sans avoir été forcément victimes de maltraitance. Et puis, il y a aussi tous les enfants qui sont privés de la protection de leurs parents, et notamment, je pense à des enfants pupilles de l'État qui n'ont plus de parents, ou alors les mineurs non accompagnés qui sont aussi des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Hein. Donc, on voit bien qu'à l'aide sociale à l'enfance, il n'y a pas que des enfants qui ont été victimes de maltraitance. Alors, pour revenir rapidement, parce que je le décrirai après aussi rapidement, la loi du 14 mars 2016 a donné une définition de la protection de l'enfance, qui est en fait une définition sous forme d'objectif, puisque, et c'est un objectif qui n'a pas été remis en cause par la récente loi du 7 février 2022. Donc, la protection de l'enfance, c'est vraiment a pour objectif de garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits.
Donc, c'est une définition qui volontairement n'a pas abordé l'approche catégorielle et descriptive dont je vous ai parlé, mais qui parle vraiment, et c'est un partage international, hein, tout le monde, toutes les recherches internationales travaillent autour de ça maintenant, c'est vraiment l'idée de travailler autour des besoins fondamentaux de l'enfant. Donc, dès 2017, suite à cette loi de 2016, il y a une démarche de consensus qui a été mise en place autour des besoins fondamentaux de l'enfant, pour justement définir c'est quoi les besoins fondamentaux de l'enfant. Donc, je vais vous le présenter là. Donc, on a une démarche de consensus qui a abordé 2 points importants. Le premier, c'est en effet de définir les besoins fondamentaux de l'enfant. Donc, vous pouvez voir que ces besoins sont présentés avec donc des besoins qui apparaissent de manière centrale et 4 autres besoins qui pourraient paraître de manière un peu plus périphérique et qui pourrait du coup paraître un peu plus secondaire. Pour autant, dans la cartographie, on a bien mis des flèches dans tous les sens pour montrer que tout ça, c'était en interaction. Donc, c'est vrai que le besoin vraiment si on ne respecte pas le besoin, ce qu'on appelle le méta-besoin de sécurité, c'est vraiment le besoin fondamental parmi les fondamentaux, c'est-à-dire que celui-là, s'il est atteint, on va vite avoir des atteintes du développement de l'enfant. Donc, qui comporte ce méta-besoin de sécurité, en fait, englobe 3 grands besoins qui sont les besoins physiologiques et de santé, les besoins de protection, donc protection dont la protection physique, hein, c'est-à-dire voilà, l'enfant protégé aussi d'un environnement qui peut le mettre en danger physiquement, les accidents et des choses comme ça, hein, pas forcément le besoin de protection au sens protection des violences, etc. Le besoin, et puis le besoin affectif et relationnel. Donc ça, ces trois besoins en constituent il y a un besoin qui rassemble les 3, qui est le méta-besoin de sécurité affective. Et puis autour de ça, on a 4 autres besoins qui ne sont pas du tout secondaires, dans le sens où l'enfant, si ces besoins-là sont atteints, l'enfant va aussi se trouver en situation de difficulté pour grandir et pour se développer. Donc ces 4 autres besoins vont du besoin d'expérience et d'exploration du monde, le besoin d'avoir un cadre, des règles et des limites, le besoin d'identité qui est extrêmement important. Connaître son histoire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le besoin d'estime de soi et de valorisation de soi. Voilà. Ce sont vraiment les bases sur lesquelles, à partir desquelles un enfant peut être en capacité de grandir et de se développer. Et on voit bien que l'enfant victime de violences intrafamiliales, forcément, va se trouver avec une atteinte extrêmement importante de ses besoins. Le deuxième point qui a été important aussi dans la démarche de consensus, c'est de mettre ces besoins dans un cadre écosystémique, c'est-à-dire que l'enfant, c'est un peu la parole qui est un peu bateau, mais pour autant je l'aime beaucoup, ce proverbe africain qui dit voilà, il faut tout un village pour éduquer un enfant. On est vraiment dans cette idée-là, c'est-à-dire que l'enfant est au centre du système, bien sûr, il va être entouré par différents systèmes. Donc, bien sûr, le système, plus il est petit, plus il est dépendant de son système familial. Et puis après, il va grandir de plus en plus et rencontrer d'autres systèmes. Mais bien sûr, chacun va participer, c'est-à-dire qu'un enfant, quand il est scolarisé, un enfant, quand il va dans un système de santé, un enfant, quand il va dans des loisirs, un enfant qui fait du sport, enfin voilà. Les adultes qui l'entourent, en effet, participent aussi à la construction de ces divers besoins. Et puis, bien sûr, le dernier grand cercle autour, c'est l'idée que l'enfant vit dans une société qui a aussi ses normes, ses lois, ses valeurs. Et là aussi, je pense que le topo introductif de Laure nous l'a bien dit, il y a aussi toutes ces questions, en effet, d'enfants qui peuvent se retrouver dans des systèmes sociaux extrêmement violents, notamment, par exemple, les enfants qui se retrouvent dans des conflits guerriers, dont en effet, on entend beaucoup actuellement. Alors, pour terminer et revenir quand même sur aussi la question de la santé et du bien-être des enfants victimes de violences intrafamiliales, alors je n'ai pas extrêmement développé, parce que je sais qu'il y a l'équipe de Nantes qui intervient juste après moi, et je pense qu'ils seront bien plus, en tout cas sur les questions d'approche du côté des problèmes de santé, ils seront bien plus compétents que moi pour le faire. Mais j'ai quand même un petit peu
a été chercher quelques grands éléments qu'on connaît sur les listes, la santé des enfants qui ont victimes de violences intrafamiliales, mais aussi des enfants de la protection de l'enfance. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la notion de l'identité, de l'histoire, du besoin, c'est quelque chose d'important. Et c'est des enfants qui ont des histoires bien particulières. Et notamment, ils ont souvent des histoires, en tout cas du côté de leur santé, qui peut être émaillé par un défaut d'information, par exemple. Ce sont des enfants pour lesquels on sait pas forcément les histoires d'antécédents familiaux, de replacer l'enfant au cœur de son histoire de santé. Ce sont des enfants qui ont des facteurs de risque qui sont beaucoup plus présents que chez les autres, notamment toutes les questions de prématurité, de retard de croissance intra-utérin. Ce sont des enfants qui font des séjours en pédiatrie et qui sont plus souvent hospitalisés que les autres. Ce sont bien sûr des enfants qui ont des parcours émaillés de pathologies, de traumatismes. Et puis aussi des enfants qui ont des suivis psychologiques beaucoup plus fréquents, avec notamment des prises de neuroleptiques qu'on peut rencontrer beaucoup plus fréquemment chez les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Et ce sont des enfants qui ont des parcours de santé qui sont souvent discontinus, qui est très lié à leur histoire de vie, qui fait que parfois, ils passent d'un endroit à l'autre et que tous ces parcours, du coup, sont discontinus. Et pourtant, on connaît l'importance de la continuité des parcours. Alors après, il y a toute la question dans les violences intrafamiliales des effets à court terme. Hein. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui relève des blessures physiques. Alors, donc, on pourrait décrire, les pédiatres médico-légistes font des descriptions extrêmement importantes de la clinique. Il y a une clinique bien particulière de la violence. Donc, là, je vais pas rentrer dans ces détails, puis je n'aurai pas le temps, puis je ne suis pas sûre que ce soit particulièrement l'objet de cet après-midi. Il y a bien sûr tout ce qui relève des difficultés, voire des troubles comportementaux. Alors bien sûr, comme dirais je reprends le propos d'un pédopsychiatre qui s'appelait Stanislas Tomkiewicz, il y a ceux qui sont en bosse et il y a ceux qui sont en creux. C'est-à-dire il y a ceux en bosse, c'est-à-dire c'est ceux qu'on voit, c'est ceux qu'on entend, c'est ceux qu'on ne supporte pas bien d'ailleurs et qui font poser d'ailleurs des questions, enfin en tant qu'adulte ou en tant que personne qui entoure les enfants. Et puis il y a tous ceux en creux, c'est-à-dire les enfants qui ne disent pas grand-chose, qui ne se développent pas bien, qui peuvent avoir des vrais troubles aussi de la santé mentale à type de dépression, et donc, c'est aussi ces deux valences qu'il faut savoir regarder. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui relève de l'atteinte dans le développement psychique, physique et psycho-affectif qui peut aller parfois jusqu'à l'arrêt du développement. Et puis, il y a des liens extrêmement complexes avec les notions de handicap, avec certes des handicaps qui sont créés par les violences, mais aussi le risque, quand on est enfant handicapé, d'être plus, les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, sont plus à risque de subir des violences que les autres, quel que soit l'âge. Hein, ça va de l'enfance à la personne âgée. Sur le moyen terme, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, ce sont des enfants qui ont plus souvent des problèmes de poids, en insuffisance ou en surpoids. Ce sont des enfants qui ont plus souvent des problèmes de douleurs diffuses, des problèmes de vie quotidienne. C'est un peu des choses un peu qui relèvent presque un peu de la bobologie, auxquelles on ne donne pas forcément toujours le sens qu'ils mériteraient, mais qui témoignent de véritables problèmes de santé. Ce sont des enfants qui ont des réactions émotionnelles aux événements de la vie, qui ont un sentiment de mal-être diffus et qui se plaignent plus souvent de solitude, d'isolement social. Et puis, ce sont des enfants qui ont peur du lien, qui peuvent avoir une véritable absence de confiance, de construction de la confiance avec les adultes qui les entourent, d'où la difficulté, avec des véritables effets, notamment sur leur santé psychique. Et puis, à long terme, c'est-à-dire une fois qu'on devient adulte ou personne âgée, ce sont les personnes qui ont été victimes de maltraitance présentent beaucoup plus souvent que les autres des problèmes de santé somatique qui vont sur des choses un peu pas très spécifiques comme des mauvais états généraux à des problèmes beaucoup plus spécifiques, mauvais états généraux, des douleurs diffuses aussi, des choses comme ça, mais aussi avec des pathologies qui là sont beaucoup plus spécifiques, des ulcères gastriques. Il y a aussi des questions qui se posent autour d'entrer dans des maladies d'Alzheimer, etc. Donc, il y a quand même vraiment sur les maladies chroniques, c'est un facteur de risque d'avoir subi des violences pendant son enfance. Il y a bien sûr tous les problèmes de santé mentale, hein, tout ce qui relève des dépressions, addictions, délinquance, tentatives de suicide, etc. On retrouve bien sûr les notions de handicap qui sont plus fréquents. Et puis, c'est pas vraiment une difficulté, enfin, on pourrait dire que c'est pas tout à fait une difficulté de santé, mais enfin, les liens sont tellement forts que je ne peux pas passer à côté. Il y a quand même tout ce qui relève de difficultés sociales importantes, qui fait que ce sont des gens qui ont plus de mal à trouver des emplois, qui sont plus souvent que les autres en situation de précarité, voire d'errance, et donc avec tous les effets aussi, en effet, que ça peut avoir sur leur santé.
Donc, pour terminer, je sais qu'on est à l'IREPS, donc forcément, on parle de promotion de la santé. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal parmi les participants, de professionnels aussi de la santé, de la promotion de la santé. Donc, forcément, je suis revenue sur le modèle des déterminants de la santé, qui, vous voyez, a quand même quelques cousinages avec le modèle écosystémique de Bronfenbrenner sur les écosystèmes et l'enfant. Donc, en effet, il y a tous ces déterminants de la santé qui interviennent et sur lesquels il ne faut pas oublier aussi d'avoir une action, c'est-à-dire que pour la santé et le bien-être des enfants victimes de violences, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas seulement de réparer ce qui a été abîmé, mais on est vraiment avec des enfants qui doivent grandir, qui doivent se développer, qui doivent aussi avoir une vie dans laquelle il y a du plaisir, dans laquelle on peut trouver du sens de la vie. Et donc, c'est aussi agir sur l'ensemble des déterminants, et notamment tout ce qui relève pour les enfants, des déterminants relationnels, mais aussi des déterminants de loisirs, de mode de garde, l'activité physique et sportive, l'activité culturelle, qui sont des véritables moyens de pouvoir accompagner le développement de l'enfant, il faut à la fois pouvoir en effet soigner, mais c'est l'idée du soin et du prendre soin qui est sous-jacente derrière tout ça, mais c'est l'idée bien sûr de l'approche individuelle et de l'approche collective. Et donc je voulais terminer par une dernière diapo qui quand même voilà un concept qui n'est pas très bien connu dans le domaine de la santé, qui est celui de ce qu'on appelle la salutogénèse, puisque on est dans nos pays occidentaux, on a plutôt tendance à s'occuper de la pathogénèse, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée de la mauvaise santé. Mais il y a quand même quelques personnes, dont Aaron Antonovsky, qui a été le père fondateur de ce concept, qui s'est préoccupé de qu'est-ce qui crée de la bonne santé et qui a pu montrer des éléments qui sont vraiment des éléments importants, notamment qui rejoignent complètement les démarches éducatives et les démarches de parentalité dont j'ai pu parler aussi. C'est-à-dire que ce qui crée de la santé chez les individus, c'est de pouvoir vivre dans un sentiment de cohérence. Donc, les gens qui connaissent la promotion de la santé, ils vont voir aussi le lien fort avec la promotion de la santé. Donc, de pouvoir développer un sentiment de cohérence et de vivre dans des conditions qui sont intelligibles, c'est-à-dire on comprend ce qui se passe autour de nous, qui permettent aussi qui offrent aussi aux personnes la capacité de développer du contrôle sur leur existence. Et on sait que d'avoir la sensation d'avoir un contrôle sur son existence et de faire des choix, c'est un élément extrêmement fort positivement. Tous les gens de la promotion de la santé le savent, ça a été largement démontré par Michael Marmot depuis longtemps, que c'est un des éléments majeurs pour la bonne santé. Et puis, bien sûr, c'est l'idée de donner du sens à la vie et d'avoir une signification de la vie. Mais tout ça, bien sûr, ne peut se réaliser que si on a autour de soi des ressources. Donc, on revient vraiment à ces modèles écosystémiques qui sont vraiment importants, des ressources de résistance générale, c'est-à-dire d'avoir des conditions préalables au développement du sentiment de cohérence, c'est-à-dire que, en effet, c'est d'avoir des conditions matérielles, bien sûr, du revenu, du logement, mais des conditions non matérielles aussi, c'est-à-dire de l'estime de soi, des relations sociales, du respect, des droits, etc. Et puis d'avoir, bien sûr, pour comprendre ce qui se passe autour de nous, c'est bénéficier aussi d'un système éducatif. Voilà, toutes ces questions-là sont quand même extrêmement importantes. Et ce qui est important, c'est bien sûr d'avoir accès à ces ressources, mais surtout aussi de pouvoir être capable de les utiliser. Et là, on rejoint des notions, pareil que les gens de la promotion de la santé connaissent aussi, des notions de littératie, c'est-à-dire d'avoir des capacités qui fait qu'on comprend ce qui se passe, on comprend les systèmes et on sait les utiliser. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et on passe donc à l'équipe de santé protégée. Bonjour, bonjour, je suis Aline Enduro, donc je suis chef de projet au dispositif Santé Protégée et je pense que du coup, ma collègue Solène Blache, qui donc est infirmière puéricultrice sur le dispositif, doit être connectée également. Bonjour, donc oui, je suis Solène Blas, je suis infirmière puéricultrice, coordinatrice sur le dispositif Santé Protégée pour la Loire-Atlantique. Donc on va prendre la suite du coup de Madame Ducrot qui a fait une bonne introduction du coup sur effectivement les violences et les conséquences des violences et notamment en termes de santé.
Et donc, je vais vous présenter un petit peu le dispositif qui est une expérimentation qui effectivement a lieu en Loire-Atlantique, en Haute-Vienne, en Pyrénées-Atlantiques et depuis là, ce début d'année également en Seine-Saint-Denis. Alors, le dispositif santé protégée, en fait, c'est une expérimentation article 51 de la loi de financement de sécurité sociale qui, en fait, est un dispositif permettant de financer des soins qui actuellement ne sont pas pris en charge dans le droit commun pour une population, donc en l'occurrence là les enfants protégés, les enfants et adolescents protégés. Et en fait, du coup, l'idée, c'est de mettre en place un parcours de soins coordonnés pour les enfants et adolescents protégés. Et alors, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, c'est parti d'un constat. Donc, comme le disait Madame Jean Ducrot, c'est que en fait, la santé des enfants protégés est moins bonne que celle des enfants de la population générale, du fait des violences qu'ils ont subies ou des négligences subies, mais aussi liées à une difficulté d'accès aux soins, à des parcours de vie qui peuvent être plus difficiles avec des changements de lieu d'accueil, voilà. Et puis souvent une surreprésentation du handicap. Donc de ce constat-là, en fait, est venue l'identification d'un besoin et en même temps, il y avait aussi une non-réponse finalement à un prérequis, c'est-à-dire dans la loi de protection de l'enfance de 2016, il est prévu donc dans cette loi que tous les enfants qui rentrent en protection de l'enfance, à l'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance, mais aussi une fois par an, tous les ans, il y ait une visite de santé et de prévention chez un médecin généraliste. Dans les faits, même si ce bilan est obligatoire, il n'y a pas vraiment de chiffres nationaux qui donnent le taux de réalisation. En Loire-Atlantique, il y a une grosse campagne de menée par le médecin référent en protection de l'enfance, donc le docteur Pindezec, malgré voilà, une grosse politique du département qui revalorisait la consultation auprès du médecin, qui renvoyait un bilan de santé standardisé au médecin référent en protection de l'enfance, et ben, on n'arrivait qu'à 50% de bilan de santé retourné pour les enfants placés uniquement. Sur les enfants qui sont protégés, mais dans leur famille en milieu ouvert, on n'avait absolument pas de chiffres. Donc, on voit bien que c'était un constat que ce n'était pas suffisant. Et puis, et bien sûr, le docteur Pindezec était sollicité parfois pour des situations complexes où la situation en fait dégénérait, l'enfant devait changer de lieu, ou voilà, il y avait une problématique de santé qui émergeait, et finalement on se rendait compte que il avait pu voir éventuellement un médecin et que des préconisations avaient été faites et que en fait elles n'avaient pas été mises en place parce que voilà, encore une fois, peut-être changement de lieu d'accueil ou difficulté d'accès aux soins. Et donc, on constatait bien aussi au CHU, à l'UAED, enfin à l'unité d'accueil des enfants en danger, parfois voilà, des jeunes aussi qui arrivaient en grande souffrance, et de la même façon, carnet de santé vide, ou voilà, peu de visites chez un médecin et une prise en charge en santé limitée. Et donc, de ce constat-là, il est venu le besoin de renforcer justement ces parcours de soins et cet accès aux soins pour ces jeunes. Donc, l'idée, c'est vraiment voilà, d'améliorer la santé globale des jeunes au plus tôt après leur accès, leur entrée en fait, dans le dispositif de protection de l'enfance et tout au long finalement de leur parcours. L'idée, donc, c'était de se baser sur un réseau qui existe déjà dans la région Pays de Loire, le réseau Grandir Ensemble, qui, depuis 20 ans, en fait, prend en charge les enfants prématurés et a constitué tout un réseau voilà, de professionnels, donc, et a fait monter en compétences et à améliorer du coup la prise en charge des enfants prématurés. Donc l'idée, c'était de s'appuyer sur la même expérience et du coup de monter un réseau pluridisciplinaire de professionnels de santé qui voient déjà finalement les enfants, c'est-à-dire les médecins généralistes qui les voient au quotidien auprès des établissements de protection de l'enfance, auprès des assistants familiaux ou auprès des familles.
de les sensibiliser en fait à la question de la protection de l'enfance et aux conséquences des violences et voilà, de faire du lien avec eux et de créer un lien finalement entre les professionnels de santé et les professionnels de l'éducatif, ce qui parfois peut finalement suffire à désamorcer des situations en mettant en lien les professionnels. Alors, du coup, c'est comment on met ça en place. Alors, dans le cadre du dispositif article 51, du coup, la CPAM a fixé voilà, un forfait qui va être versé par enfant, par an, pour prendre en charge finalement des choses par rapport à sa santé dont il aurait besoin. Et alors, la première chose, c'est le bilan de santé standardisé, du coup, qui a été développé dans le cadre du dispositif santé protégée et qui a été diffusé à toutes les directions enfance-famille de France. Donc, on a un bilan de santé standardisé qui est développé par âge, donc qui est adapté finalement pour identifier au plus tôt toutes les problématiques de développement que les enfants pourraient rencontrer. Et du coup, on va revaloriser cette consultation auprès du médecin généraliste pour qu'il puisse y plus de temps et éventuellement créer une rencontre quand c'est, par exemple, un jeune qui arrive dans un établissement de protection de l'enfance, qui va rencontrer du coup un nouveau médecin qu'il ne connaît pas, mais qui va peut-être être amené à voir finalement pendant tout le temps de son accueil dans l'établissement. Et voilà, du coup, le médecin peut consacrer aussi plus de temps à faire connaissance avec le jeune. C'est vraiment une consultation uniquement pour ce bilan. Et puis, à l'issue de ce bilan, le médecin va pouvoir faire des préconisations d'orientation, quel qu'il soit, rappeler aussi la visite chez le dentiste, éventuellement d'aller voir un ORL, un ophtalmo, un dermato, voilà. Et puis, dans le cadre du dispositif, c'est là où en fait, c'est un petit plus. Les jeunes, en fait, vont pouvoir bénéficier, en attendant une prise en charge dans le droit commun éventuel, vers un CMP, un CAMS, voilà, du coup, d'être financés pour quelques séances chez un psychologue, un psychomote ou un ergothérapeute. Donc voilà, c'est les 3 professions qui actuellement ne sont pas prises en charge dans le droit commun et qui, dans le cadre du dispositif, du coup, on va pouvoir venir faire un petit coup de pouce pour boucher un petit peu les trous dans la prise en charge, ce qui va permettre parfois voilà, d'initier une prise en charge, de faire un diagnostic aussi et de faire un bilan psychomote, par exemple, 3-4 séances, et puis de peaufiner des orientations et d'organiser aussi tout le suivi du jeune derrière. Et toujours en mettant en lien ces professionnels-là avec le médecin référent finalement de l'enfant et les voilà, après, effectivement, au cas par cas, on va pouvoir organiser, c'est vraiment à la demande des temps d'échange finalement entre les professionnels pour essayer, voilà, par exemple, une jeune qui se présente pas aux consultations ou où il y a des inquiétudes et du coup, savoir qui finalement on va rencontrer la jeune pour essayer d'identifier voilà, comment désamorcer la situation. Et donc, du coup, on va faire du lien finalement avec tous les professionnels. Voilà. Et donc, l'idée, c'est pas du tout de se substituer aux prises en charge de droit commun, mais en fait, finalement, de pallier aux temps d'attente qui peuvent être longs et de ne pas rester finalement des fois pendant 6 mois et plus dans l'attente du coup de ces prises en charge dans les structures avec des jeunes qui sont en souffrance et qui peuvent du coup mettre à mal leur lieu d'accueil. Voilà, je vois en fait apparaître des petits bouts de questions. Donc, je vais juste le préciser, parce que je viens de voir un mot-clé, c'est qu'effectivement, j'ai parlé de médecins généralistes, mais pour les enfants de 0 à 6 ans, les médecins de PMI peuvent être médecins référents et souvent sont référents, puisqu'on oriente, enfin, en tout cas, quand il y a des familles ou même des assistants familiaux, on oriente facilement vers les médecins de PMI, puisqu'ils sont effectivement spécialistes de la santé des petits-enfants.
Ça n'empêche qu'on va quand même mettre en place, s'il y a un médecin traitant auprès de l'enfant, on va quand même essayer de faire du lien avec ce médecin-là, puisque c'est lui qui va le voir aussi au quotidien. Donc, l'idée, c'est quand même de faire du lien entre tous les professionnels qui interviennent auprès d'un enfant. Voilà. Après, effectivement, en fonction des préconisations qui sont autres que celles que nous, on va financer, on est là aussi pour essayer de faciliter la prise de rendez-vous en facilitant l'accès. Et notamment pour ça, on a constitué tout un réseau, notamment avec des dentistes qui ont une appétence pour la prise en charge des enfants qui font des soins éventuellement sous homéopathie, qui peuvent éventuellement, pour certains, faire des soins sous anesthésie générale pour des grosses prises en charge. De la même façon, on constitue un réseau avec les ORL, avec les ophtalmos, et on peut éventuellement même prendre des rendez-vous du coup avec les hospitaliers quand il y a un caractère urgent sur la prise de rendez-vous. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire une coordination de parcours en faisant du lien entre les professionnels. Et ça commence déjà par le partage finalement du bilan de santé et notamment des conclusions de ce bilan et des préconisations en le mettant à disposition des professionnels qui accompagnent l'enfant et le jeune au quotidien, et donc notamment par exemple l'éducateur référent, mais aussi finalement les professionnels qui vont le voir en libéral, psychologue, psychomote, ergo, le CMP, s'il rentre dans un parcours de droit commun, CMP, CAMS. C'est de faire du lien. On a aussi par exemple des fois du lien avec les équipes mobiles ressources qui sont sollicitées sur des questions. Donc c'est vraiment de pouvoir intervenir auprès de tous les professionnels et de remettre du dialogue. Parfois, on se rend compte que le médecin généraliste, le médecin traitant du jeune, notamment pour le milieu ouvert, quand on le contacte pour lui dire, cet enfant a une mesure de protection, les parents nous ont dit que vous étiez du coup le médecin traitant. Alors, il y a deux choses. Soit il est effectivement le médecin traitant et il n'est pas au courant qu'il y a une mesure de protection, et ça peut effectivement modifier éventuellement son approche dans son accompagnement. C'est-à-dire qu'il pourrait être plus vigilant sur des signes. Ou alors, ce médecin nous indique que finalement, ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas vu cette famille, qui ne se considère pas vraiment comme le médecin traitant, mais qu'il est OK pour suivre l'enfant s'il a été désigné en tant que tel. Donc, ça peut permettre éventuellement de raccrocher finalement à un parcours de soins. Et de remettre le médecin généraliste en fait au cœur de la coordination de parcours, où parfois il peut être amené à découvrir finalement qu'il y a des prises en charge pour un enfant qu'il a dans sa patientèle, mais où il ne sait pas qu'il est orienté vers tel ou tel professionnel spécialiste. Ça permet aussi du coup à chaque professionnel de savoir qui est son interlocuteur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir savoir finalement qui est l'éducateur référent qui peut solliciter au besoin quand il a une question, et pour l'éducateur effectivement de savoir de la même façon en fait qui est son interlocuteur côté médical. Et du coup, sur l'outil parcours qu'on a développé, qui nous a été développé par le GCS Santé, donc qui est une plateforme de l'ARS, on a tout ce qui est module de correspondance donc sécurisé, et ça va permettre du coup à chaque personne dans l'équipe de prise en charge de pouvoir communiquer soit avec tout le monde, soit en individuel, et de partager aussi des notes, des documents, des comptes rendus, bien sûr avec des niveaux d'habilitation qui sont différents en fonction des profils. Mais voilà, ça fluidifie, on va dire, les échanges. Et puis de suivre aussi effectivement, est-ce que les préconisations du coup sont bien suivies à l'issue de ces consultations médicales. Et alors l'idée aussi globale au-delà du parcours de prise en charge, c'est de faire monter en compétence un peu tous les professionnels qui vont intervenir
auprès des enfants protégés, donc qu'ils soient du milieu médical, paramédical ou de l'éducatif, sur les questions du suivi en santé de l'enfant. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment... voilà, alors, on est parti finalement à la base des questions. En fait, on a fait un petit peu un sondage finalement auprès des premiers professionnels médicaux qui sont portés volontaires pour intégrer le dispositif en leur demandant qu'est-ce qui vous manque finalement comme information voilà, pour mieux accompagner les enfants. Et donc, on a construit finalement un squelette de formation, une journée de formation initiale, on appelle, où on aborde justement tout ce qui est organisation de la protection de l'enfance, conséquences des violences, le psychotrauma, le rôle du juge et un peu l'épidémiologie dans notre département. Et puis, le parcours du jeune en fait, en protection de l'enfance, qu'il prend en charge, comment ça se passe, enfin voilà. Tous ces éléments finalement qui leur manquaient, et une formation mixte, donc c'est-à-dire c'est pluriprofessionnel, participent du médecin, les professionnels psychologues, psychomotes, ergo et les professionnels de l'éducation, voilà, des éducateurs, des responsables d'établissement, des infirmières d'établissement, voilà, tout un panel de professionnels. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà des topos en fait, qui sont présentés, on a vraiment de l'échange dans la salle et du coup, une découverte aussi un petit peu des problématiques de chacun finalement dans leur pratique personnelle. Voilà, un éducateur va mieux comprendre certainement quels sont les impératifs d'un médecin et inversement. Voilà, pourquoi ce n'est pas toujours le même éducateur qui accompagne le jeune en consultation. Voilà. Et ça permet aussi de faire du lien et de réajuster. Par exemple, quand on est sollicité par un médecin qui nous dit « oui, mais c'est une première visite, je ne connais pas le jeune » et l'éducateur qui vient n'est pas l'éducateur référent, donc il ne peut pas répondre aux questions. Donc nous, ça nous permet de réajuster avec l'établissement en disant « bah non, ce n'est pas possible. » Voilà. Et du coup, ça évite des fois un petit peu d'énervement d'un côté comme de l'autre et du coup une rupture de communication. Voilà, et après, on fait des demi-journées sur des thématiques particulières. Donc là, par exemple, au mois de juin, on a une demi-journée sur la prise en charge des MNA. On va faire des thématiques voilà, sur la prise en charge du handicap, les addictions, la présentation aussi des professions, notamment la psychomotricité et l'ergothérapie, dans quel cas voilà, les solliciter, tout ça. Donc, c'est faire monter en compétence finalement tous les professionnels pour un meilleur accompagnement des jeunes au quotidien et peut-être aussi derrière un meilleur repérage des problématiques en santé de tous les patients soient protégés ou non, et aussi un meilleur repérage des violences. Alors oui, je voulais quand même revenir sur effectivement l'arrêté, enfin l'expérimentation en elle-même. Donc en fait, elle est dirigée au niveau national par la DGCS et par du coup le docteur Vabre qui s'excuse de ne pas être là, mais du coup du CHU Nantes. L'objectif à terme, c'est d'avoir un bilan de santé et de prévention pour 80% des enfants qui sont confiés et environ 30% des enfants du milieu ouvert. Alors après, si on atteint 70% des confiés et 40% du milieu ouvert, ce sera aussi très bien. On a vraiment une très grosse demande du côté du milieu ouvert, mais parce que finalement, on répond vraiment à un manque parce qu'il n'y a pas de soutien finalement auprès des parents et des éducateurs du milieu ouvert pour venir aider les parents à mettre en place les soins et à financer finalement ces soins qui sont nécessaires, mais voilà, qui représentent quand même un investissement financier important, avec parfois finalement des obligations de soins fixées par les juges et auxquelles voilà, ils ne sont pas en capacité de répondre. Donc voilà, c'est quand même un projet qui suscite finalement beaucoup d'intérêt, tant auprès des professionnels de l'éducatif, mais aussi auprès des parents qui finalement sont très en demande, voilà, mais que ce soit du côté du milieu ouvert, mais aussi auprès des enfants placés, finalement les parents sont tout à fait d'accord pour que leur enfant intègre le dispositif, qui d'ailleurs leur est présenté, mais
comment dire, on les informe finalement de leur enfant, de l'entrée de leur enfant dans santé protégée, mais comme le bilan de santé est obligatoire et inscrit dans la loi, en fait, du coup, on les informe seulement, ils ne peuvent pas vraiment s'opposer à la mise en place de ce bilan. Alors après, ils peuvent voilà, ne pas accepter qu'il y ait la mise en place d'un suivi psychologique, voilà, parce que ça, c'est pas du soin courant. Mais voilà, sur le bilan de santé en lui-même, c'est une obligation. Après, alors je vais juste ajouter une chose, c'est que vraiment aussi un des objectifs, c'est d'accompagner les jeunes vers une autonomie en santé, c'est-à-dire un apprentissage aussi de j'ai un problème en santé, je vais voir mon médecin traitant, je ne consulte pas SOS médecin ou je ne vais pas aux urgences. J'ai vraiment un médecin référent pour m'accompagner. Et voilà, c'est vraiment un accompagnement, enfin, un apprentissage aussi à avoir finalement, ou pour certaines familles qui n'ont pas ce réflexe-là. Et c'est vraiment voilà, de remettre le médecin généraliste au cœur, puisque finalement, ils sont déjà auprès de ces familles-là et parfois voilà, juste pas suffisamment informés. Ok, avant qu'on passe aux questions sur santé protégée, je vais juste reprendre quelques questions qui ont été posées au tout début pour Madame Gine Ducrot, parce que je sais qu'elle va partir un peu avant. Donc, si vous voulez bien, je vais poser les deux, trois questions qui étaient plus, je pense, qui lui étaient plus adressées. Donc, notamment, on a quelqu'un qui nous demande, pour être sûr de comprendre le terme violence ponctuelle que vous avez utilisé dans votre présentation. Donc, la question, c'est: il est donc considéré, d'après la définition, que de se prendre un coup de pied 2 fois dans l'enfance, c'est la même chose que si l'enfant s'en prend tous les jours. Les impacts sont considérés similaires sur le développement. Les parents sont donc considérés comme violents, quelle que soit la fréquence. Donc, je pense que c'est voilà, juste une petite précision sur ce terme-là, Madame Gine. Oui, alors des précisions. Je pense qu'on est typiquement dans ce que je pense que ça illustre très très bien ce que j'ai dit sur le flou de définition et les approches polysémiques. C'est-à-dire qu'en effet, est-ce que maltraitance, est-ce que se prendre 2 coups de pied dans les fesses est une forme de violence? Est-ce qu'elle est grave ou pas? Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on peut quand même être un peu raisonnable et on sait bien quelqu'un qui va se prendre un enfant qui prendra 2 coups de pied dans les fesses ne sera pas considéré comme un enfant maltraité. Je crois qu'il ne faut pas aller dans ces dérives-là. Mais ça m'amène quand même à parler d'une autre loi que je n'ai pas évoquée parce que c'est un peu autre chose que les questions de maltraitance. Mais on a depuis 2019 en France, depuis le 10 juillet 2019, me semble-t-il, une loi qui contre les violences éducatives ordinaires. Voilà. Donc, c'est la loi qu'on a entendu beaucoup médiatiser en disant, voilà, on va interdire la fessée. Donc, c'était la médiatisation, un peu la caricature de tout ça. La loi contre les violences éducatives ordinaires, ce qui est important à retenir dans le terme, c'est le terme éducatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée que la violence, ce que le législateur a voulu faire, c'est interdire le fait que la violence soit un outil éducatif. On a suffisamment de connaissances, de données qui ont été largement, maintenant, un peu confirmées, notamment par les approches en neurosciences, pour montrer que les violences en termes ce n'est pas un outil éducatif, que la violence n'est pas un outil éducatif, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique, c'est-à-dire notamment sur des questions de domination, d'humiliation, etc. Alors après, c'est une loi qui n'a pas eu de décret d'application, qui ne prévoit pas de sanctions parce que l'arsenal juridique était suffisamment fort par rapport à ça. Et puis, c'est aussi une loi qui avait l'idée l'esprit du législateur était aussi d'instaurer de faire évoluer un peu les représentations et puis de vraiment poser un peu la non-violence comme une norme sociale dont on sait par exemple que, on cite toujours l'exemple de la Suède qui a été le premier pays qui a légiféré sur les violences éducatives ordinaires.
ça fait plus de 40 ans maintenant que les Suédois ont interdit ces violences, ce type de violence, et on a pu montrer, il y a des travaux de recherche qui ont pu montrer que ça a eu en effet des effets, par exemple, sur la baisse du harcèlement entre enfants dans les écoles. Alors, il y a plein d'autres choses qui interviennent sur les systèmes éducatifs, etc. Mais la violence est beaucoup moins socialement acceptée et beaucoup moins, du coup, utilisée. Et ça, alors là, moi, c'est vrai que je ne veux surtout pas aller dans des excès qui pourraient laisser penser que 2 coups de pied aux fesses, c'est la même chose que des formes de maltraitance grave. Non, pas du tout. Mais moi, je pense que c'est très, très bien de poser des normes de société non violentes. Et c'est un peu une base. Et il y a les enfants qui vivent qui sont éduqués dans des familles absolument non violentes, mais qui sont capables de poser des cadres et des limites sans violence. Ce sont quand même des enfants qui vont bien, quoi. Enfin, et qui vont souvent même franchement bien. Voilà, donc c'est tout. Merci. Oui, merci. Donc, il y a une autre question sur les enfants témoins de violences conjugales. Et donc, l'idée que ces enfants-là sont aussi des victimes pleines et entières de ces violences. Mm-hmm. Et on avait un peu aussi cette question qui était liée à ce qui était plutôt une remarque sur cette question des témoins de victimes de violences conjugales. Quelle est l'expertise en fait des professionnels qui interviennent auprès de ces enfants qui sont co-victimes de violences conjugales? Voilà, comment, si vous avez des éléments sur ça, voilà, l'expertise auprès de ces enfants co-victimes. Donc d'ailleurs, cette notion de co-victime est assez intéressante. Voilà, non, ils sont victimes, ils ne sont pas co-victimes, ils sont victimes, bien sûr. Ils sont les deux, quoi. Enfin, on peut dire qu'ils sont co-victimes, mais enfin, ils sont victimes. Je suis incapable de répondre à cette question parce que là, il faudrait refaire une matinale peut-être avec des gens. Alors peut-être que l'équipe de Nantes aura plus de réponses que moi, parce que je pense notamment qu'il est important de travailler, du coup, de voir comment on travaille en unité d'accueil pédiatrique, les fameuses UAPED dont on entend parler assez régulièrement, qui sont des lieux d'accueil en général adossés au secteur hospitalier, qui sont très spécialisés sur l'accueil des enfants victimes de violences. Donc, il y en a une à Nantes qui est une des UAPED vraiment un peu exemplaire, quoi. Et on parle beaucoup de celle d'Orléans aussi régulièrement, de celle de Saint-Malo. Enfin, il y en a entre 50 et 80 actuellement sur le territoire français. Donc, je pense que ce serait avec ces professionnels qu'il faudrait vraiment, pour aller vers l'expertise, je suis désolée, mais c'est pas mon travail, quoi. Donc, je suis incapable de répondre à l'expertise. Je peux éventuellement penser que c'est auprès de professionnels qui travaillent dans les UAPED qu'il faudrait s'adresser pour avoir ce type de réponse et puis voir comment on traite ces sujets. Et puis, en effet, comment j'avais vu passer quelque chose entre violence conjugale, conflits parentaux, mais enfin, voilà, le conflit parental, ça peut faire des gros dégâts auprès des enfants, mais le verser dans la violence conjugale, on est un peu... Excusez-moi, c'est peut-être un peu osé de ma part, mais je ferais presque un peu le parallèle par rapport à ce qu'on vient de se dire sur les maltraitances et les violences éducatives ordinaires. Le conflit parental, ça existe et pour autant, on ne verse pas systématiquement dans la violence conjugale grave, même si pour un enfant, c'est toujours difficile de s'épanouir dans un conflit parental, mais c'est pareil, tous les couples passent par des moments où ils peuvent, un couple peut s'enguirlander, être en conflit, ça peut durer un petit peu, après on peut s'en remettre, on ne peut pas s'en remettre, mais l'enfant, il est toujours malheureux de voir ses parents qui se disputent, mais pour autant, quelle intensité, quelle gravité, comment il est embarqué dans tout ça. Bon, voilà, toutes ces analyses-là, en effet, demandent des compétences expertales que je n'ai pas. Merci beaucoup. Donc, du coup, on va plutôt enchaîner sur les questions et les remarques plus donc, liées, je pense, à santé protégée et en tout cas à ce système de prise en charge des enfants dans le cadre de l'ASE. Alors, je me permets juste de vous dire que je vais en effet vous quitter parce que voilà, je ne pouvais pas aller jusqu'au bout de la séance. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, bonne continuation. Et puis, j'espère que voilà, vous pourrez bien sûr mettre mon diaporama à disposition, mais en version PDF, bien sûr, comme toujours. Et puis, bonne journée à tout le monde et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Jeanne Ducrot. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, du coup, on avait une question aussi, donc une première remarque qui était la question des déserts médicaux sur la prise en charge de ces enfants de l'ASE, notamment dans les zones plutôt rurales.
Donc, si sur ça, vous avez quelques Ouais. éléments. Alors, je Vas-y, suis désolée, j'ai pas ma caméra ne fonctionne pas, donc on ne me voit pas. Alors, On vous sur entend. les déserts médicaux. Alors, en Loire-Atlantique, on a des déserts médicaux aussi. Alors, peut-être pas autant que dans certains départements, mais on a vraiment des zones qui sont compliquées aujourd'hui. C'est compliqué de trouver un médecin généraliste qui puisse faire le suivi d'un enfant. Santé protégée, l'idée, c'est vraiment de s'adapter et de faire au mieux et de trouver des solutions simples pour que les enfants aient leur bilan médical annuel par le médecin généraliste qui les connaît un petit peu. On essaye de s'adapter à est-ce que la famille peut se déplacer, dans quel périmètre. Il y a tout ça qui rentre en compte. C'est assez rare qu'on ne trouve pas de solution vraiment parce qu'il y a beaucoup de médecins qui jouent le jeu. Alors, tous les médecins généralistes ne veulent pas faire partie de santé protégée. Maintenant, de faire le bilan annuel, ça fonctionne plutôt bien quand même. On n'oblige pas à faire le bilan sur la plateforme informatique. On peut le faire en papier. Donc, dans ces cas-là, soit on envoie aux familles le bilan avec un courrier qui explique le santé protégée aux médecins. Et c'est vrai que là, depuis quelques temps, on fait comme ça parce qu'on a de plus en plus de demandes et que c'est difficile de recruter tous les médecins en direct comme ça par téléphone. Et c'est vrai que là, ces dernières semaines, ça marche plutôt bien. Et même, j'ai vraiment des réponses de médecins qui travaillent dans des zones rurales. On va toujours privilégier pour les jusqu'à 6 ans inclus, la PMI, ça c'est sûr. Et puis après, on tricote, on essaye de faire au plus simple. Voilà. Oui, et c'est juste que en fait, l'expérimentation, donc, elle n'a pas lieu qu'en Loire-Atlantique, hein, elle a lieu dans des territoires qui sont vraiment différents. Donc les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Vienne, la Seine-Saint-Denis. Du coup, comment dire, le maillage territorial, médical et autres, il est pas du tout le même en fait en fonction des territoires qui sont expérimentateurs. Et du coup, c'est aussi le but finalement de montrer finalement dans des territoires divers, est-ce que ça va fonctionner de la même façon ou pas. Et du coup, finalement, ce dispositif-là, il est aussi évalué par une société extérieure et on va montrer quels sont les facteurs de réussite, quels sont les freins, comment finalement dans certains territoires on va pouvoir réussir à lever les freins et du coup est-ce que ça peut servir aux autres territoires. Voilà, c'est tout un travail aussi à mener. Donc bien sûr on va faire le point sur ça. Je pense qu'en Vienne ils ont aussi effectivement des gros déserts médicaux et ils ont l'air de trouver des solutions comme nous. Ils font beaucoup appel à la PMI également pour les moins de 6 ans. Voilà, on construit ça au fur et à mesure tout en sachant bien sûr que tous les territoires sont différents. Merci. Et je rebondis juste, je vais poser les autres questions du public, mais du coup, quel est le futur de ce programme en fait? Alors, là, du coup, évaluation intermédiaire. On a un comité de pilotage d'ailleurs national au mois de juin à Paris avec la DGCS et tous les autres intervenants. Et puis, en fait, d'ici un petit peu plus qu'un an, c'est l'analyse finalement finale qui devrait nous permettre finalement de tabler. Est-ce qu'on va étendre à d'autres départements en faisant finalement une extension limitée, ou est-ce qu'on va étendre à tous les départements? L'idée vraiment de la DGCS, c'est que le dispositif rentre dans le droit commun. Et d'ailleurs, il y a une première étape qui est passée, c'est que depuis le 1er avril, il y a la consultation d'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance qui vient d'être du coup revalorisée dans le droit commun. Donc, c'est-à-dire que les médecins généralistes peuvent maintenant coter cette consultation-là comme une consultation complexe. Et donc, voilà, c'est déjà une avancée qui est
c'est un travail que mènent beaucoup de professionnels depuis des années, que ce soit reconnu finalement comme une consultation qui nécessite du temps et une revalorisation pour les professionnels médicaux. Et donc voilà, c'est une première étape. Après, on espère que tout va passer dans le droit commun. Il faut aussi qu'on évalue finalement, là, le forfait, il est de 430 € par an par enfant. On sait que ça peut être limité. On va pouvoir utiliser l'argent de ceux qui ne l'utilisent pas pour ceux qui l'utilisent en mettant un petit peu plus. Mais voilà, il faut qu'on fasse aussi un bilan financier de qu'est-ce qui reste à charge des départements, qu'est-ce qui reste à charge des établissements de protection de l'enfance et des parents pour ajuster aussi. Voilà, Donc l'idée, c'est vraiment d'étendre le dispositif au niveau national. Oui, merci. Du coup, je reprends mon fil de questions. J'ai une question de Madame Pavoine qui dit bonjour, je suis pédopsychiatre et donc elle travaille dans un dispositif de coordination de parcours des jeunes dits à difficultés multiples qui sont essentiellement des enfants ayant vécu des maltraitances, donc dans le Tarn-et-Garonne. Les assistants familiaux sont peu cités donc, dans la présentation que vous avez faite, notamment dans les réunions de concertation. Est-ce que c'est un oubli dans la présentation? Est-ce que c'est un parti pris? Donc, voilà. Alors, je suis toujours en lien avec les assistants familiaux. Après, je peux être en lien avec elles. Après, le premier lien pour les assistantes familiales et les assistants familiaux, c'est vraiment d'être en lien déjà avec leur unité d'accueil familial et les éducateurs qui les suivent et les travailleurs sociaux projet pour l'enfant. Nous, on intervient régulièrement en réunion avec les assistantes familiales pour leur présenter le projet, leur dire qu'on est là. Donc, c'est vrai qu'on est très sollicité par les assistantes familiales. Mais santé protégée, l'idée, c'est vraiment de faire du lien avec tout le monde et bien sûr de pouvoir les mettre au cœur de la prise en charge des enfants. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, on manque d'assistants familiaux. Et nous, on porte on porte le fait que les assistants familiaux, c'est des professionnels et que c'est vrai que ça, c'est difficile hein, même pour le milieu médical et tout, des fois, de savoir qu'est-ce que je peux lui dire, qu'est-ce que je ne peux pas lui dire. Voilà, donc nous, on milite vraiment pour ça et bien sûr qu'elle nous sollicite et que moi, je suis des fois très, très en lien avec elle par mail, par SMS, voilà, pour trouver des solutions rapides parce que finalement, c'est elles qui connaissent le mieux l'enfant, qui vivent avec, voilà, elles vivent au quotidien avec lui. Donc, elles sont complètement à même de pouvoir même, voilà, nous apporter des éléments, faire des préconisations et il faut absolument que leurs paroles soient entendues pour qu'elles aient un vrai soutien et voilà, donc non, elles sont vraiment au cœur du dispositif santé protégée sans aucun, enfin voilà, il n'y a vraiment pas de souci et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en passant directement par elles, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, faut pas se le cacher, hein, elles n'ont pas non plus l'autonomie qu'elles devraient avoir. C'est-à-dire que elles peuvent pas non plus trop prendre des rendez-vous, par exemple pour des soins psychiques, pour de la psychomote, pour de l'ergo, sans en avoir référé, voilà. Voilà, elles n'ont pas non plus une autonomie. Donc nous, en tout cas, on essaye de les soutenir au mieux. Après, voilà, nous, on est un peu entre les deux, en fait. Donc, voilà. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci avec ça. Et nous, on les rencontre régulièrement. Et par exemple, sur la plateforme informatique là qu'on utilise, c'est vrai que nous, on a dans l'idée qu'elles puissent avoir accès aux dossiers des enfants qu'elles ont en charge. Parce que c'est elles qui sont voilà qui connaissent le mieux l'enfant et qui seraient à même justement de mettre vraiment des choses à jour en termes de vie de tous les jours, de scolarité, voilà. Merci beaucoup. Alors une autre question, ou plutôt une remarque. Dans le département de l'Hérault, ce sont les CDE de la PMI qui ont été désignés pour réaliser les bilans d'admission et de suivi des enfants protégés de 7 à 21 ans. Ces IDE coordonnent ensuite les suivis santé. Malheureusement, elles sont confrontées à un corps médical peu enclin à la communication dans la plupart des cas. Et d'autre part, il est compliqué de faire face à un manque cruel de pédopsychiatres et de neuropédiatres. Donc, ça vous évoque. Qu'est-ce que je peux dire à ça Eh bien,
Alors, nous, elles font les bilans, alors pas... elles préparent les bilans. Alors, nous, nous c'est les puères de PMI qui suivent les enfants jusqu'à 7 ans. Il n'y a pas d'infirmière de PMI, sauf si je me trompe et je dis une grosse bêtise. Il n'y a pas d'infirmière qui suivent au-delà de 7 ans les enfants. Confrontés à un corps médical peu enclin, effectivement, il peut des fois y avoir de la communication qui n'est pas simple. Moi, au quotidien, des fois, j'ai voilà, en face des médecins qui ne comprennent pas, qui ne voient pas l'intérêt, voilà. Après, à nous de porter la santé des enfants. C'est vrai que là-dessus, je ne sais pas trop quoi répondre. Effectivement, de toute façon, il y aura toujours des réfractaires. Donc, malheureusement, voilà, on essaye de s'adapter au mieux. Sur le manque de pédopsie et de neuropédiatre, de toute façon, je ne connais plus les chiffres de neuropédiatres en France, mais il n'y en a pas beaucoup. La pédopsychiatrie, c'est pareil, c'est pas simple. Après, on n'a pas de baguette magique, nous. On essaye de faire au mieux. On travaille avec des pédopsies, on travaille avec les CMP, les CAMS. On essaye d'être quand même en lien et on arrive quand même à débloquer des situations. Le principal, c'est d'avoir du lien. Après, le lien, il n'est pas forcément toujours facile, mais on essaye de faire au mieux. Après, effectivement, un délai pour avoir un rendez-vous au CHU de Nantes, c'est vraiment les bilans avec les neuropédiatres, c'est vraiment difficile de les avoir. Faut même, enfin voilà, c'est rare que je puisse avoir un rendez-vous. Ça se passe souvent finalement en libéral. Et en libéral, voilà, là pour un jeune, là, le prochain rendez-vous, c'est décembre, quoi, avec un neuropédiatre. Alors après, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Des hôpitaux de jour, voilà, sur les troubles des apprentissages, les troubles du neurodéveloppement qui permettent un peu d'écouler certaines listes d'attente, voilà, de faire déjà des bilans. Voilà, on essaye de faire au mieux, de trouver des solutions entre les deux en attendant voilà, le droit commun, les CMP. Voilà, on essaye de faire au mieux. Après, des fois, on bricole un petit peu. L'idée, c'est pas de perdre le fil, de remettre toujours le médecin généraliste au cœur de la prise en charge, de ne pas l'oublier. C'est vrai qu'on voit bien que quand les enfants, il y a voilà, le soin psychiatrique prend beaucoup de place parce qu'il y a beaucoup d'agitation, ça fait beaucoup de bruit. Des fois, on oublie le soin somatique. Vraiment, ça, c'est du cas concret. J'en avais encore un cas concret ce matin. Donc, c'est vrai que souvent, ça peut arriver quand je demande quel est le médecin traitant, on me donne le nom du pédopsie, en fait. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres... voilà. Si, ouais. Après, ça rejoint, enfin, il y a quelqu'un qui faisait une remarque aussi en fait, du manque de professionnels un peu à toutes les échelles, disant que, par exemple, dans le Tarn-et-Garonne, il y a 130 enfants qui devraient être placés qui n'ont pas de lieu d'accueil. Oui, en Loire-Atlantique, c'est pareil. Il y a un peu plus d'une centaine d'enfants de placements non exécutés, plus les mesures à domicile où, oui, c'est prononcé, mais il n'y a pas d'éduc. Alors là-dessus, sur le placement non exécuté, c'est vrai que du coup, avec Santé Protégée, on arrive à faire quelque chose quand même pour la santé, à mettre des choses en place, même si le placement est non exécuté, à avoir quand même du lien. Et quand il n'y a pas encore d'éducateurs sur une mesure, c'est pareil. En fait, nous, les parents, ils peuvent nous solliciter. Il y a de plus en plus de flyers. Les juges pour enfants, ils mettent dans leurs ordonnances santé protégée. Et nous, il y a un flyer pour les parents et il y a notre adresse mail dessus. Donc effectivement, moi, je peux être en lien avec des parents en direct. Moi, dans ces cas-là, j'essaye de faire du lien avec les éducs, avec le service, même s'il n'y a pas encore l'éducateur référent, pour pouvoir voilà, mettre le médecin dans la boucle, avancer un petit peu sur le côté santé, voilà, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont très demandeurs. Donc, de ça, après, effectivement, pour le milieu ouvert, c'est jamais simple. C'est pas parce qu'on apporte des solutions, des fois très simplement, parce qu'il y a aussi plein de choses qui sont simples dans la santé des enfants, vraiment. Même quand des fois on pense que
c'est galère. Il y a des choses très simples qui se mettent en place très rapidement. Mais bon, après, voilà, pour certaines familles, là, c'est le moment. Et puis après, c'est plus le moment. Enfin, voilà. Donc ça, c'est même avec un parcours de soins coordonné, on aura toujours des familles qui, à un moment, même si on a tout donné, le rendez-vous, le nom, que quand ils vont appeler au secrétariat, ils vont être bien reçus, ils vont avoir un rendez-vous, bah, ils n'iront pas. Donc Oui, ça, après, ouais. c'est voilà, le principal, c'est de pouvoir être en lien sur les rendez-vous non honorés que le professionnel, en fait, il me contacte directement, il me dit, bah voilà, je suis inquiet, je ne l'ai pas vu ou il n'est pas venu. Donc moi, je refais du lien avec l'éducateur dans ces cas-là. Après, des fois, on n'a pas de lien tout de suite. Mais moi, au moins, enfin, je resignale et le professionnel, il sait qu'en envoyant juste un petit mail en disant bah, je ne comprends pas, je ne l'ai pas vu, on va reprendre, on va essayer de recontacter la famille. Après, des fois, voilà, hein, on sait bien. Des fois, quand on perd le fil, les parents déménagent régulièrement, bon, bah, voilà, on essaye de ne pas le perdre. Après, on s'adapte, on trouve des. Voilà. Et après, Oui, allez-y. quand il y a des urgences médicales, en fait, je n'ai pas trop insisté dessus, mais c'est vrai qu'on travaille finalement en collaboration étroite avec l'unité médicale du conseil départemental, puisque finalement, on vient vraiment en soutien du médecin référent pour le suivi de la santé des enfants. Et du coup, sur les placements non exécutés, s'il y a vraiment des choses en santé à mettre en place, on fait aussi le lien avec elle. Et puis du coup, aussi pour essayer d'accélérer un peu les choses. Et de la même façon, sur les situations de milieu ouvert, en fait, finalement, en discutant avec les chefs de service, on se rend compte qu'il y a quand même des équipes un peu d'urgence pour voilà, des situations où en fait finalement il n'y a pas d'éducateur de désigné encore, mais voilà, il peut y avoir ponctuellement quelqu'un qui intervient pour nous aider à mettre en place des choses avec la famille. Donc il y a souvent une solution finalement derrière pour quand même accompagner les enfants et la famille. Donc voilà, il faut juste finalement faire du lien avec eux. Et donc, du coup, en fait, le docteur Pandezec, donc, qui est médecin référent en protection de l'enfance, finalement, a accès à tous les dossiers des enfants qui sont sur le dispositif santé protégée. Et vraiment, l'idée, c'était finalement aussi de dématérialiser tous les dossiers qui étaient finalement médicaux, papier au conseil départemental, sur une plateforme de façon à ce que voilà, la coordination des soins aussi pour elle soit plus facile. Et d'ailleurs, en fait, dans chaque département, dans le cadre de l'expérimentation, finalement, c'est une convention qui lie la structure de coordination, donc nous à Nantes, c'est le CHU, avec le conseil départemental et l'ARS voilà, de chaque région. Ça, je ne l'avais pas précisé. Et du coup, donc il y a une question qui demandait justement par rapport à ce dossier dématérialisé de l'enfant et avec toutes les informations. Qui sont les professionnels en fait ou les institutions qui ont accès du coup aux informations sur les enfants ou quel est l'accès en fait à ces infos? En fait, on s'appuie sur l'article de loi qui précise ça. Donc, en fait, on a accès à ce dossier, donc avec des habilitations différentes en fonction des profils, tous les professionnels qui interviennent dans la prise en charge de l'enfant en termes de santé, donc l'éducateur, le médecin, les professionnels qui le voient en libéral, le CMP. Voilà, en fait, c'est un petit peu à la demande. On vérifie bien sûr qu'ils accompagnent l'enfant au quotidien. Et puis, voilà, pour l'instant, on n'a pas encore travaillé avec la médecine scolaire et tout. Donc, c'est vrai que là, on n'a pas encore travaillé sur cette partie-là. Mais finalement, voilà, on s'inscrit vraiment dans la loi au sein de l'équipe de prise en charge. Tous ceux qui interviennent auprès de l'enfant peuvent avoir accès à des degrés divers au dossier, notamment aux préconisations de l'enfant. Et ok, merci. Et je pose une autre question, donc plutôt de l'ordre voilà, je pose la question. Quelle place les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, peuvent prendre dans cette démarche et est-ce qu'elles ont été sollicitées de façon systématique ou pas? Voilà. Oui, elles ont été sollicitées. On en a rencontré déjà plusieurs.
Alors, sur certaines délégations, elles ne sont pas encore en route, mais effectivement, oui, on s'appuie sur elles complètement. L'idée, c'est de pouvoir être en lien aussi avec elles. On travaille avec l'Union régionale des médecins libéraux, au début de Santé protégée. On a travaillé avec l'Ordre des médecins. Voilà. Après, sur la médecine scolaire, j'y reviens parce que en fait, c'est santé protégée, ça grossit tous les jours parce que le bouche à oreille fait que voilà, ça beaucoup de professionnels en parlent. Et là, je commence à être sollicitée justement par la médecine scolaire, par les infirmières scolaires qui ont des situations dans leur collège, dans leur lycée. Voilà. Et donc là, ça grossit un peu tous les jours. En début de semaine, on était voilà, avec l'unité médicale qui s'occupe de la santé des enfants en crèche. Enfin, voilà. Merci. Je vais peut-être poser une question. Dans ce parcours santé protégée, quelle est la place en fait de tout ce qui touche à l'éducation, la promotion de la santé? Donc, voilà, comment est-ce que ça s'est fait dans un autre dispositif? Est-ce que ça passe par les professionnels? Comment est-ce que les gens qui interviennent auprès des enfants, qui les accompagnent dans leur vie quotidienne, voilà, comment ça se fait? En fait, dans l'éducation à la santé, l'idée de santé protégée, c'est surtout déjà de se dire voilà, d'avoir un médecin traitant. Aujourd'hui, c'est important, c'est lui qui prend. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est éviter que l'enfant il soit voilà, qu'il sache qu'il peut avoir c'est important d'avoir un médecin traitant, que le soin, c'est pas les soins d'urgence, c'est pas d'aller aux urgences, c'est pas SOS médecin. Donc ça, c'est pour les enfants, mais pour les familles aussi, d'avoir confiance en quelqu'un qui vous connaît, qui connaît votre santé, qui peut être voilà, si ça ne va pas, on va chez son médecin traitant parce qu'il nous connaît. Donc, cette éducation à la santé, elle est hyper importante. Il y a un rôle de prévention, voilà. Quand on a un médecin traitant, voilà, si on commence à être. Enfin, voilà, c'est pour prendre soin de sa santé, voilà, c'est de ne pas attendre que ça n'aille plus. Enfin, ça passe par les santé protégée, c'est ça aussi, en fait. C'est vraiment de vouloir prendre soin de soi et prendre soin de sa santé, voilà, avec le médecin généraliste traitant, voilà, au cœur voilà, de la santé, quoi. Quelque chose de simple, en fait, finalement. Oui, et puis surtout, en fait, c'est un discours qu'on a depuis le début auprès des éducateurs et qu'ils avaient déjà, je pense, avant. C'est aussi, des fois, essayer de raccrocher finalement des parents, des familles sur des questions éducatives, mais par le biais de la santé qui parfois peut être moins clivant. On va raccrocher finalement plus facilement les parents en leur disant bah oui mais c'est pour prendre soin de sa santé, voilà là il a ça, et du coup derrière en fait finalement les éducateurs parfois se saisissent de santé protégée pour finalement voilà raccrocher les parents pour pouvoir refaire du lien un petit peu avec eux et puis après pouvoir réembrayer finalement sur l'accompagnement éducatif. Donc, finalement, voilà, c'est assez aidant et ça se rejoint complètement. Mais merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au bout des questions. Je vais juste lire une remarque un peu conclusive qui dit que oui, c'est un long chemin à parcourir pour les enfants ayant subi des violences à devenir sujet et acteur dans une démarche de soins psychiques et parfois physiques et dire leurs besoins. Donc, je pense qu'effectivement, Santé protégée participe tout à fait voilà, à cette résilience, si on peut dire, et cette capacité, cet apprentissage de la capacité à être maître de sa santé et de pouvoir en tout cas la contrôler un minimum, quoi, cette notion d'empowerment. Je pense que c'est clairement central. Ouais, et puis, éviter les ruptures de parcours, en fait, parce que c'est vrai que comme les parcours peuvent être parfois difficiles, avec des changements du lieu d'accueil et du coup d'une perte d'informations
Donc là, c'est éviter ça et mettre du lien finalement entre les professionnels qui intervenaient à un moment auprès de l'enfant avec les nouveaux professionnels et voilà, pas perdre du temps à tout recommencer et à ne pas savoir ce qui a été mis en place avant. Je vois qu'il y a une dernière question qu'on va prendre et après on arrêtera là, qui demande s'il y a un volet épidémio dans le parcours santé protégée. Alors, c'est pas le but, parce que la DGCS nous le rappelle régulièrement, mais c'est quand même un de nos objectifs, nous à Nantes, c'est effectivement d'avoir une base de données complète pour qu'on puisse derrière effectivement sortir des éléments et venir aussi en soutien finalement de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance et donc plus largement de l'ONPA pour effectivement avoir des chiffres sur voilà, des éléments qui concernent la santé de ces enfants et pouvoir derrière effectivement faire des recherches finalement épidémiologiques et derrière effectivement pouvoir faire des orientations en termes de santé publique. Donc oui, c'est pas l'objectif premier. Là, c'est une expérimentation où on essaye effectivement de mettre en place des choses. Après, c'est tout ce qu'on recueille, c'est une mine d'or, donc on serait bête finalement de pas l'utiliser. Oui, tout à fait, ça reboucle avec cette idée de déficit de données sur cette problématique aussi. Et donc, effectivement, des programmes comme ça, c'est aussi l'occasion de construire une meilleure vision de ces problématiques-là. Tout à fait. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Je remercie l'ensemble des participants, le public, les échanges nourris. J'ai noté toutes les questions. Et donc, s'il y en a qui n'ont pas été adressées, nous reviendrons vers les intervenants pour faire des réponses à l'écrit qui seront donc disponibles sur la page qui sera construite avec le replay, les PowerPoint, les ressources supplémentaires pour aller plus loin sur cette thématique. Et je vous remercie à tous et bonne continuation. Merci beaucoup.